Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que ça ne marche pas? Je garde le micro, c'est parfait. Donc merci chère Alice de l'invitation à participer à cette journée. Merci Françoise et puis Sébastien pour les échanges qu'on a très régulièrement. Merci de m'associer à cette journée d'échange. Je voudrais commencer par saluer les engagements des régions, donc de tout le réseau qui travaillent sur ces sujets dans les territoires au quotidien. C'est important pour moi de vous remercier parce qu'en fait, vos travaux, on ne se le dit pas tous les jours, mais on regarde ce que vous faites dans les régions et on s'en inspire et on essaye de les dupliquer, de les démultiplier. Donc les sujets que vous traitez à l'échelle régionale inspirent évidemment l'échelle nationale et évidemment les enjeux européens se retrouvent dans ces enjeux-là et je veux saluer du coup nos amis européens, cher Adrien Michel, la Climate Alliance, tous les amis européens présents ce matin. J'ai entendu qu'il y avait l'Italie, l'Irlande, la Belgique, la Hongrie, l'Allemagne, l'Espagne, la Lettonie. Bravo, merci d'être là pour discuter et échanger les solutions. Je vais rebondir exactement sur ce qui vient d'être dit en disant que, évidemment, c'est un projet et un sujet qui impacte toute l'Europe en même temps. Et moi, j'ai le plaisir et la chance de travailler régulièrement à l'échelle internationale. Et clairement, là aussi, ça nous nourrit. Donc en fait, c'est vraiment une belle chaîne du terrain régional, du terrain local, en passant par l'échelle nationale, en passant par l'échelle européenne, et de redescendre à chaque niveau et de se nourrir dans tous les sens. On a absolument besoin de ces échanges et de ces temps de travail en commun. Et je suis très frustrée de ne pas pouvoir rester plus longtemps cet après-midi pour continuer les travaux avec vous, mais j'ai une visite ministérielle sur ma circonscription qui m'a fait changer tout l'agenda, donc voilà, c'est pour ça que je partirai un peu plus rapidement. Je voulais vraiment vous remercier pour le temps d'association à cette, ça a été dit par Sébastien tout à l'heure, à cette communauté. Moi, je me sens un petit peu membre à force de travailler avec vous et d'écouter ce que vous faites et de le porter plus loin autant que je peux. Je veux vous remercier pour toute cette belle énergie que chacun déploie parce que les sujets sont très importants et en fait, aucun de nous n'a la solution pleine et entière à son niveau. Et du coup, ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte. Moi, je travaille depuis 2017 que je suis députée sur les sujets de rénovation énergétique. On m'a confié la mission sympathique de suivre la feuille de route nationale de la rénovation énergétique. Donc depuis 2017, je m'agite sur ces sujets et j'essaye autant que je peux d'agiter aussi le bocal et de faire des liens. Je dis souvent que je fais un peu j'ai l'impression de faire la pom-pom girl en fait entre la vision nationale qui dit voilà ce qu'il faut faire, les rétro-plannings, les objectifs, qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'à 2050, etc. Et puis l'échelle locale qui dit oui, non, mais nous on n'y arrive pas, ce que vous essayez de faire à l'échelle nationale ça fonctionne pas, que ce soit les acteurs professionnels du secteur, les territoires, etc. Et c'est cette discussion permanente où il faut faire des allers-retours en permanence dans un sens et dans l'autre, dans un sens et dans l'autre, pour faire finalement éco-construire. Et on se rend bien compte que c'est même pas seulement entre nous, ça va même jusqu'à l'échelle européenne, et qu'on est en train, les uns et les autres, de mettre finalement sur pied une feuille de route qui commence, vraiment je trouve qu'aujourd'hui vraiment on commence à avoir quelque chose qui tient la route et qui fait qu'on peut commencer à avoir de l'espoir sur le fait qu'on va réussir le challenge d'ici 2050. Quand je suis arrivée en 2017, encore une fois, la feuille de route elle était à peu près claire. C'était d'ici à 2050, il faut à peu près zéro énergie, zéro carbone, plus d'impact sur la biodive. Enfin voilà, c'est une petite feuille de route sympathique, pas trop compliquée, quand on sait que le secteur représente à peu près de la moitié de l'énergie qu'on consomme en France et à peu près un quart des gaz à effet de serre, qu'on se dit qu'on a à peu près 30 ans pour agir sur la totalité d'un parc bâti, quel que soit son usage, qui est loin d'être au niveau de performance qu'on vise pour 2050. Quand on sait que le rétro-planning, on a à peu près 30 millions de logements à traiter en 30 ans, que tous ces logements doivent arriver au niveau BBC Réno, et je salue les amis d'Effinergie pour leur travail sur le sujet et l'intégration du carbone, parce qu'évidemment, il ne suffit pas que ce soit juste basse consommation, il faut que ce soit aussi bas carbone autant que possible. Donc merci pour les travaux d'intégration. C'est évidemment un leadership que vous avez sur le sujet et qui est important à soutenir. Et donc ça, il faut qu'on continue de l'expliquer à tout le monde. Ce rétro-planning, en fait, aujourd'hui, on vise des chiffres, mais le rétro-planning, c'est 30 millions de logements à traiter au niveau BBC.
en quasi 30 ans. Donc en fait, aujourd'hui, on peut se fixer des fiches de croissance progressive des objectifs, mais la réalité, c'est que les chiffres vont qu'augmenter et que si on fait juste une division toute bête, 30 ans, 30 millions, ben, c'est 1 million de rénovations BBC par an, c'est ça l'objectif. Donc du coup, tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on le mangera demain. Donc c'est ça les volumes dont on parle. Et ça, ces volumes-là, évidemment, ils font frémir parce qu'on se dit « waouh, comment on va arriver avec de tels volumes ?» et néanmoins, c'est absolument essentiel. C'est une question, on ne fait pas ça pour s'amuser, on ne fait pas ça pour agacer les gens, on ne fait pas ça pour juste trouver du boulot à faire aux artisans sur le territoire. C'est la raison pour laquelle on le pousse de manière aussi volontariste. Et enfin, vous le savez, je le sais, je prêche à ceux qui sont absolument convaincus. Donc, mais je le redis parce qu'on doit tous être ambassadeurs de ça. On doit tous être ambassadeurs de ça pour que tout le monde prenne conscience que c'est pas pour s'amuser qu'on fait ça. On ne sait pas boucler l'équation climatique si on ne traite pas le sujet du bâtiment. On ne sait pas boucler l'équation énergétique nationale si on ne traite pas le sujet des bâtiments. Ça marche pas. Il y a des chiffres que peut-être vous entendez moins souvent, mais moi je les répète régulièrement. La totalité du secteur bâtiment en France, tout confondu, ça correspond à 700 TWh d'énergie consommée par an. Si on doit décarboner la mobilité qui représente 500 TWh de consommation énergétique par an, et que tout ça doit s'électrifier, il faut voir qu'en parallèle, le parc nucléaire français, il produit 350 TWh d'énergie par an quand il va bien. C'est pas tous les jours qu'il va bien. Et donc du coup, vous voyez bien que l'équation, elle ne boucle pas si on n'a pas un effondrement massif de la consommation énergétique dans les bâtiments. Donc c'est pas un truc qu'on fait pour s'amuser, c'est vraiment quelque chose de si on le fait pas, on n'y arrivera pas. Et donc du coup, évidemment, on n'a pas le choix que d'y arriver. Et ce qui est du coup enthousiasmant, c'est comme je disais, qu'on sent vraiment qu'on est en train de se mettre en ordre de bataille pour réussir cet incroyable challenge qui est devant nous. Alors, ce n'est pas le seul des challenges qui est devant nous, c'est un peu la difficulté, c'est un parmi les nombreux challenges qui nous séparent de 2050. Et quand on parle à la filière, etc., ils ont l'impression qu'on les aime pas beaucoup parce qu'ils prennent dans les dents de manière successive la RE 2020, les obligations de rénovation, une pression pas possible sur la mise en place de l'économie circulaire et vous rajoutez le zéro artificialisation net par-dessus. Enfin, et là, on a l'impression que tout tombe et tout se crispe sur les mêmes thématiques. Mais en réalité, c'est que, encore une fois, on n'a pas le choix. Et qu'on n'a que une manière de s'en sortir, c'est à travers. C'est Churchill qui disait « When you're going through hell, keep going ». On va y arriver, on va le traverser ce machin, on va y arriver, on va sortir de l'autre côté et on aura réussi. Et on aura réussi parce qu'on a mis ensemble et en commun toutes les solutions qui existent à tous les niveaux. C'est cette coopération qui fait que ça va fonctionner. Moi, encore une fois, je fais rigoler Sébastien quand je lui dis que si en 2017 le sujet avait été vraiment pris en charge politiquement, on ne me l'aurait jamais confié à moi. Mais en 2017, la feuille de route rénovation, c'était un truc d'expertise. C'était un sujet où en fait, il y avait vraiment les passionnés du truc qui étaient déjà dedans. Il y avait les professionnels qui étaient concernés en direct. Mais on n'avait pas cette émulation qu'on a aujourd'hui. Et encore une fois, on n'a pas pu... Enfin, moi, j'aimerais bien prendre le crédit et vous dire c'est parce que je suis dessus depuis 7 ans que j'ai bougé tous les sujets. Non. La réalité, c'est qu'on a appris plusieurs crises qui nous ont fait prendre conscience à quel point ce sujet est important. Le premier, c'est la crise des Gilets jaunes en France. C'était fin du monde, fin du mois. Dans la rénovation, en fait, les deux marchent ensemble, alors qu'on avait l'impression qu'il y avait un espèce de gap et que les uns disaient nous c'est la fin du monde, l'autre c'est la fin du mois, et les Gilets jaunes là-dessus c'était en fait les deux sujets marchent ensemble. Donc on a pris conscience, je pense à ce moment-là, de la dimension vraiment absolument sociale de cet enjeu de rénovation énergétique. Ensuite on a eu la crise Covid, donc on peut dire qu'on a quand même été drôlement aidé par la planète pour se mettre en mouvement. La crise Covid nous a fait prendre conscience de l'urgence sanitaire qui se traite dans le sujet du bâtiment. Le bâtiment, c'est l'endroit où on met les gens à l'abri et dans lequel on doit continuer de pouvoir mettre les gens à l'abri jusqu'à 2050. C'est ça, hein, la mission d'un bâtiment, c'est un énorme, on peut dire, exosquelette pour pas que les gens soient sous la pluie ou mis à la merci des éléments. Donc le bâtiment, sa mission première, c'est de protéger les gens qui travaillent, qui vivent, qui dorment. Et donc la dimension sanitaire
du sujet est extrêmement important. Clin d'œil aux travaux de la Fondation Abbé Pierre, Rebondi, etc., sur le coût de l'inaction sur ces sujets. Ne pas traiter le mal logement, ne pas traiter l'indécence énergétique, c'est avoir des conséquences sur les enjeux sanitaires. Donc là-dessus, on aurait besoin d'aide, en France, en Europe, je crois, pour trouver une manière de comptabiliser les coûts de l'inaction et de les intégrer dans les politiques d'investissement et de valoriser aussi les externalités positives de ces actions, parce qu'il y en a un certain nombre quand même. Quand on travaille sur l'aménagement des villes, des quartiers à l'échelle des territoires, on travaille sur la baisse des besoins en mobilité. Ça, c'est un truc qu'on n'arrive pas à comptabiliser. Par exemple, dans le secteur bâtiment, on compte le bâtiment à part du sujet mobilité, alors que si on travaille les deux ensemble, en fait, on rend des services et des externalités positives qui ne sont pas comptabilisés dans le coût c'est seulement le coût et pas l'investissement finalement qu'on sait suffisamment mettre en avant. Donc là-dessus, il y a sans doute des travaux à continuer. Le Covid nous a aussi, avec le lockdown, obligés et permis finalement de réaliser quelque chose, c'est que tout cet écosystème, c'est un tissu économique extrêmement résilient en fait. On a le slogan en France pour les Européens, c'est que quand le bâtiment va, tout va. Et en fait, c'est clairement une réalité. Toute cette économie territoriale dans chaque village, elle tient et elle permet une énorme résilience économique dans les pays, dans les périodes de crise. Ça, c'était aussi un moment Covid. À un moment donné où la filière ne va pas très bien, c'est un clin d'œil qu'il faudrait redire qu'effectivement, quand le bâtiment va, tout va, et quand le bâtiment va moins bien, peut-être que les autres sujets seront plus difficiles à traiter. Et donc, il y a un sujet en ce moment de protection de la filière aussi à mettre en avant. Et puis, pour finir bien, on a les enjeux géopolitiques qui nous mettent, alors d'abord en jeu géopolitique, on pense aux pays qui sont directement touchés, mais ça a des répercussions sur tous les pays voisins et évidemment la crise énergétique dans laquelle on est, qui est finalement là aussi une opportunité de transformation, parce que la crise énergétique, c'est comme celle des années 70 qui a permis la création de l'ADEME. La crise pétrolière des années 70 a généré la mise en place de l'ADEME, l'Agence de maîtrise de l'énergie, et je fais un clin d'œil à l'ADEME et à Sarah sur les travaux qui sont menés par l'ADEME sur le sujet. C'est au moment des crises qu'on se réinvente et qu'on travaille à l'étape d'après. Et cette crise énergétique, elle nous met au pied du mur, elle nous oblige à repenser nos systèmes. Et en France, même si le débat sur l'énergie et notre stratégie énergétique peine à venir de la manière que l'Assemblée nationale le souhaiterait, c'est quand même un sujet qui nous oblige à repenser nos systèmes et nos modèles. Et donc aujourd'hui, pas d'équation énergétique sans rénovation énergétique des bâtiments. Et donc du coup, je reprends mes fiches pour savoir ce que je vous ai dit dans l'ordre et dans le désordre. Pas de réponse si nous tous on n'y arrive pas. Et donc sur les travaux de rénovation que j'ai pu mener, parce que moi j'en suis à mon deuxième rapport sur la rénovation énergétique, déjà la bonne nouvelle c'est que pour une fois tous les politiques sont d'accord. C'est pas toujours le cas, tous les partis, surtout en ce moment on n'arrive pas toujours à se mettre d'accord. Mais sur ce sujet-là, il y a un consensus absolu entre tous les partis politiques et une prise de conscience de plus en plus forte du politique de la nécessité de changer d'échelle dans la rénovation, c'est-à-dire qu'en 2017, là où on disait la rénovation par geste, c'est la norme et le truc rénovation globale, ça ne marchera jamais, il ne faut même pas y aller, puis c'est absurde. Aujourd'hui, on est tous dans la dimension, la rénovation globale, c'est la solution, on ne sait juste pas exactement comment on va y aller encore, mais du coup, voilà, c'est plus le même discours. Rien qu'en 5 ans déjà, il y avait eu une bascule qui était importante sur le sujet. Donc la question, c'est de démêler ça. Et pour démêler ça, qu'est-ce qu'il faut? La recette française, elle tient en 3... Enfin, en tout cas, la recette de la parlementaire que je suis et qui est soutenue par les autres parlementaires qui ont la même vision du monde et puis qui est soutenue, je crois, par l'ensemble du secteur, c'est il nous faut une planification claire des objectifs, rétro-planning jusqu'à 2050. De ce point de vue-là, on n'est pas trop mal en France avec le secrétariat général planification écologique. Alors même s'il n'y a rien de moins sexy que la présentation du Mondrian avec toutes les cases, les machins, les trucs... C'est poétique d'essayer de dire que c'est une œuvre d'art, mais je ne suis pas sûre que les gens dans les territoires le vivent complètement comme ça. C'est un peu l'exercice technocratique, mais n'empêche que c'est le début d'une vision qui est planifiée dans le long terme et qui est mise à disposition des territoires pour que les territoires puissent la débattre, se l'approprier et
et finir d'écrire l'équation en fait. Le but du jeu, c'est que ça crée le débat et la discussion entre la planification nationale et l'appropriation territoriale et qu'on réécrive à la fin une feuille de route partagée qui tourne. Parce qu'il n'y avait rien qui tournait complètement, c'est-à-dire que la somme des objectifs interco où ne faisait pas les objectifs des régions, la somme des objectifs régions ne faisait pas la stratégie nationale et on était loin du coup de pouvoir tenir nos objectifs à l'échelle européenne. Et du coup, par nos partenariats européens, on veut tenir nos objectifs européens. Et donc voilà, là, de ce point de vue-là, on est plutôt dans les rails, on va plutôt dans le bon sens, la planification, elle est plutôt orientée comme il faut. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une finance stable, un financement stable, pluriannuel, qui nous donne de la visibilité. On est coincé sur ce sujet-là par la vision du budget annuel. On a du mal à avoir une vision pluriannuelle sur ces enjeux et néanmoins, on aurait besoin de ça. Moi, j'ai beaucoup plaidé pour une loi de programmation pluriannuelle sur le sujet. On a besoin aussi de l'engagement des financements privés, d'où la problématique des banques. Et j'arrive enfin au sujet que Sébastien attend, il me dit qu'il a été vachement long jusque-là. Mais cette nécessité-là, elle est qu'on a transformé en 2017-2018, on est passé du crédit d'impôt transition environnementale au sujet MaPrimeRénov'. Le but du jeu, il était positif, c'était de recentrer sur les ménages qui en avaient le plus besoin, parce qu'on s'est rendu compte que les ménages les plus aisés actionnaient le CITE, et les ménages les plus précaires, finalement, ils n'avaient pas du tout de levier pour travailler sur leur rénovation. Et ça, c'est le déclenchement, finalement, crise Gilets jaunes. C'était déjà enclenché, mais ça a été confirmé par le sujet. Il faut flécher quand même les financements de l'État vers ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant, c'est fait. Le problème, c'est que là où dans le CITE, on avait 30% de financement d'État pour 70% finalement d'engagement privé, aujourd'hui, on se retrouve avec un financement de l'État qui est très important, qui laisse un reste à charge plus faible, mais du coup, on n'a plus de visibilité sur l'investissement privé. On ne sait plus très bien dire les gens qui sont moins financés, combien ils investissent et quels sont les volumes complets qu'on met sur le secteur. Donc là, on a besoin d'aide pour réengager. Et donc, ça a été une des récurrentes depuis que je travaille sur les sujets. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer notre KfW à la française? Alors ça agace les banquiers quand on dit ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un modèle de banque publique complet? Ça a été une proposition de loi en 2020 qui était la prime climat, de dire on fait un gros financement public et puis on fait un gros investissement, gros prêt, puis on s'y retrouvera à la fin. Ça posait la question de l'équation avec la compétence, un truc comme ça. On a même posé des questions du style, est-ce qu'on ne peut pas créer une obligation bancaire du même type que dans les certificats d'économie d'énergie, les distributeurs d'énergie sont obligés de faire de l'économie d'énergie, peut-être qu'on pouvait mettre en place un espèce de C2E de la banque où on mettait une obligation de distribution et si ce n'était pas fait, il y avait une pénalité. Vous voyez, trois actions, trois manières de le prendre, un État qui s'investit à mort, une solution intermédiaire un peu plus public-privé d'organisation des acteurs eux-mêmes. Et puis en dernier, elle me dit il faut que je me dépêche. Et dernier point, le sujet sur le financement vraiment avec de la pénalité au facteur bancaire. Et donc du coup, la réponse, en fait, vous êtes en train de la créer ici. Les modèles que vous êtes en train de faire émerger, c'est vraiment une des clés de solution. Et c'est ça que je voulais vous dire, après cette longue introduction dont je m'excuse. C'est ce que vous faites est essentiel. On le suit d'extrêmement près. Merci aussi à l'équipe de ProCivis qui s'implique sur le dossier. Bravo pour votre travail, votre innovation sur ce sujet. Merci sur le sujet du tiers financement pour les livrets pédagogiques qui expliquent, etc. Parce qu'on pense encore que là aussi, il y a un levier, un moyen, d'un point de vue législatif, on a essayé de faciliter des choses. Pas sûr que ce soit complètement encore fini cette affaire, mais voilà, travaillons encore ensemble pour essayer de voir comment on peut débloquer ça. Mais bravo, merci pour vraiment les innovations, finalement, on peut le dire comme ça, parce que le sujet est quand même embouteillé depuis un certain temps. Et ici, vous êtes en train de, je pense, mettre le démarrage de la résolution de cette problématique. Un grand merci.